De 350 km/h qui décèle de son décollage, Concorde grimpe maintenant. Tango de Foreza. Cet appareil fut mis en service le 24 septembre 1974, il y a 3 septennats. Je suis rentrée à Air France en 85 et après avoir fait du 727 et de l'A320, je suis passée sur 747 classique, c'est-à-dire le 100, 200, 300. Et au bout de 10 ans de 747, j'étais restée copilote parce que j'ai eu des enfants et je voulais pas passer commandant de bord et je travaillais qu'à mi-temps, comme ça je m'occupais un peu plus de mes enfants. Et donc à ce moment-là, je suis restée une très vieille copilote. Et c'est grâce à ce choix de rester copilote sur 47 que j'ai pu ensuite accéder au Concorde, puisque l'accès au Concorde ne dépendait que de sa place sur une liste de seniorité. Et par conséquent, quand on était copilote, on avait un rang sur la liste des copilotes qui, au fur et à mesure que ceux qui étaient devant nous passaient commandant de bord, nous, on montait sur cette liste de copilotes. Et donc, au bout de 15 ans à Air France, j'ai pu accéder à la qualification Concorde, puisque j'étais bien placée la première sur cette liste de seniorité copilote, alors que si j'étais passée commandant de bord, je n'aurais jamais pu faire de Concorde. Pour faire la qualification Concorde, d'abord, on avait la chance de faire un vol d'initiation sur Concorde. Et donc, ce vol d'initiation, c'était un vol où on était invité, je dirais, à faire l'aller et le retour sur New York en passagère, voilà, dans le cockpit, et pour nous montrer ce que c'était que le vol Concorde. Et donc, évidemment, c'était quand même très, comment dire, une chance inouïe de pouvoir rien que faire un petit vol sur Concorde. Donc, pour moi, ça a été fait au mois de mai 2000. Donc, tout à fait dans les premiers jours du mois de mai 2000. Évidemment, j'ai vu que ça m'intéresserait énormément. Et par conséquent, ensuite, j'ai donc fait cette qualification que j'ai commencée vers le 10 mai 2000. Nous étions 4 à faire cette qualification, un commandant de bord et on était 3 copilotes. Et cette qualification est beaucoup plus longue que sur un avion classique parce qu'évidemment, il y a 3 domaines à apprendre. Le domaine subsonique, puisque cet avion fonctionne très bien en subsonique, le domaine transsonique et le domaine supersonique. Et donc, on commence la qualification en apprenant tous les circuits de l'avion de façon tout à fait théorique. Les circuits électriques, hydrauliques, le carburant qui est très très important sur cet avion. Et donc on a donc toute une phase théorique au sol. Ensuite on a une phase au simulateur. Et ensuite on fait ce qu'on appelle des vols hors ligne pour pouvoir ensuite piloter l'avion avec des passagers. Et donc d'abord on apprend le fonctionnement de l'avion de façon normale quand tout va bien. Et évidemment, on apprend aussi toutes les pannes qui peuvent nous arriver et auxquelles il faudrait faire face si jamais elles nous arrivaient. Donc en fait, comme il y a 3 domaines de vol, voilà, elle est quasiment 3 fois plus longue, pas tout à fait, mais presque, qu'une qualification normale. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé au mois de mai et j'ai fini toute la phase théorique et simulateur le fin juillet. Alors, c'est vrai que malheureusement, l'accident a eu lieu le jour où moi, je passais mon contrôle de fin de simulateur. Et
dès le lendemain ou le surlendemain, on devait partir faire ce qu'on appelle donc les vols hors ligne, c'est-à-dire piloter l'avion sans passagers. Nous allions à Châteauroux à l'époque. Et malheureusement, à cause de l'accident et évidemment de l'arrêt décidé des vols Concorde, immédiatement après l'accident, notre qualification a été interrompue à ce moment-là. Il a fallu donc attendre que l'avion ait un certain nombre d'améliorations et de réparations faites sur tous les Concordes de la flotte pour qu'on puisse reprendre les vols. Et donc ça a pris quasiment un an, un peu plus d'un an, puisqu'on s'est retrouvé à Châteauroux juste au mois de septembre 2001. Et moi, j'ai fait mon premier vol hors ligne le 11 septembre 2001. Donc, heureusement, moi, j'ai fait mon vol juste avant de connaître les événements, puisque moi, j'avais fait mon vol le matin, et mon premier vol. Et du coup, en effet, on a eu peur que, comme c'était New York qui était touché, comme le Concorde n'allait plus qu'à New York, quasiment, on soit arrêté définitivement. Mais heureusement, personnellement, j'ai jamais douté ni après l'accident, ni après le 11 septembre, que je ne ferais pas de Concorde vraiment sur les allers-retours Paris-New York. Évidemment, pour tous les pilotes, à mon époque, Concorde, ça nous fascinait et c'était quelque chose de magique. Donc, personnellement, en rentrant à Air France, je ne pensais jamais pouvoir atteindre et avoir la possibilité de faire un jour du Concorde. Quand j'étais très jeune, avant de rentrer à Air France, j'étais pilote et je travaillais dans une petite compagnie à Air Littoral. Et pendant le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco, il y avait des Concordes qui venaient à Nice. Et moi, avec mon petit banc-errante que je pilotais à l'époque pour Air Littoral, il y avait un Concorde qui s'était garé juste à côté. Et donc, j'avais été taper un peu à la porte en me disant « Est-ce que je peux juste regarder comment c'est dedans ?» Et là, il m'avait un petit peu jeté, malheureusement. Et j'avais été très frustrée parce que je trouvais que, bon, entre pilotes, on pouvait éventuellement, surtout qu'à l'époque, c'était dans les années 80, enfin c'était en 84, donc il n'y avait pas ces normes de sécurité, de sûreté qu'il y a maintenant. Donc j'avais été un petit peu frustrée qu'ils me refusent l'accès juste pour regarder, pour jeter un œil. Et je m'étais dit, bah, si un jour je fais du Concorde, j'autoriserai tout le monde à venir voir parce que c'est tellement un avion spécifique. Et puis à l'époque, ils n'étaient pas comme ça dans les musées, donc voilà. Alors, moi, j'ai donc, au mois d'avril, mai, nous, on faisait des campagnes de desiderata pour changer d'avion régulièrement. Et dans cette campagne, on cochait les avions sur lesquels on aimerait aller. Et donc, évidemment, le Concorde était toujours coché par tout le monde. Mais tant qu'on n'était pas à la bonne place sur la liste de seniorité, on ne pouvait pas forcément y accéder. Donc là, je cochais tous les ans, dans cette campagne de desiderata, le Concorde en premier, et après, éventuellement, un autre avion. Mais bon, c'était l'avion qui fascinait tout le monde. Et ce jour-là, j'avais coché comme d'habitude la case. Et un jour, j'ai eu un coup de téléphone en disant « C'est bon ». A priori, tu es au bon endroit sur la liste de seniorité pour pouvoir y accéder à la prochaine qualification. Est-ce que ça te dit? Et là, j'ai dit, bah, bien sûr. Donc là, c'est devenu un peu plus concret. Et dès que j'ai fait mon vol d'initiation, c'est devenu vraiment concret. Et là, je me suis dit, ça va être génial. Alors, on était 3. Il y avait donc le commandant de bord assis à gauche, comme dans tous les avions, en tout cas tous les avions civils, le copilote à droite et le mécanicien navigant qui était assis devant son énorme panneau, parce que lui, il avait un rôle aussi fondamental que le commandant de bord et le copilote. Et donc, le commandant de bord était un peu le chef d'orchestre de l'équipage.
Le copilote s'occupait plus... Alors, en fait, on pilotait chacun notre tour. C'est-à-dire qu'une étape, c'était le commandant de bord qui faisait le décollage, l'atterrissage à New York, ou voilà. Et au retour, si c'était le commandant de bord qui avait fait l'aller en pilotage, c'est le copilote qui faisait le pilotage pour revenir de New York. Et inversement, si on avait décidé que c'était le copilote qui faisait l'aller, c'est le commandant de bord qui faisait le retour. Le mécanicien navigant, il avait ses tâches, lui, tout à fait particulières. Alors que nous, on avait exactement les mêmes tâches inversées, suivant que c'était le commandant de bord ou le copilote qui pilotait. À la seule différence que sur nos avions modernes maintenant, quand on veut avoir la météo de New York ou d'un autre endroit, de Gander, puisque c'était des terrains où on aurait pu aller se poser s'il nous arrivait quelque chose, il fallait écouter la radio dans un timing assez précis, c'est-à-dire à H+10 et H+40, et pendant 2 minutes, il donnait la météo de tous ces terrains qui nous intéressaient. Maintenant, dans nos avions modernes, il suffit de tapoter sur un petit ordinateur, de demander la météo de New York, la météo de Gander, et hop, on a qui apparaît sur un écran les météos qu'on peut même imprimer et donc avoir ces météos. Mais à l'époque, c'était le copilote qui était chargé de prendre les météos de ces terrains de destination, de dégagement et autres. Donc ça, c'était... Le commandant de bord, lui, ne le faisait pas. Par contre, le commandant de bord surveillait beaucoup de choses avec le mécanicien navigant. À partir du moment où moi, je suis à cette place, je ne vois pas le panneau. Par contre, le commandant de bord avait une vue parfaite sur le panneau et donc, quand il y avait un petit souci, il réglait le problème avec le mécanicien en surveillant comme on fait toujours, le cross-check, ce qu'on appelle le cross-check. Il surveillait en permanence ce que faisait et les actions du mécanicien navigant, alors que le copilote, lui, s'occupait à ce moment-là que de la navigation, même si c'était l'étape du commandant de bord. Et donc, chacun avait... Nous, tous les deux, nous avons exactement les mêmes instruments. Cet instrument-là, c'est un instrument qui est particulier au Concorde, puisqu'aucun autre avion n'a un nez qui se baisse. Et donc là, il y a ce premier écran, c'était pour descendre la visière de l'avion, qui nous servait pendant la croisière, je dirais, de double vitrage. Donc c'était très... il y avait très peu de bruit dans le cockpit du Concorde malgré la vitesse. Et ensuite, on avait plusieurs positions. Une position pour le décollage et une position pour l'atterrissage. Parce que comme le nez était très pointu et que l'avion est relativement cabré, on voyait pas bien devant nous. Donc, grâce au nez qui se baissait, on avait une première position pour décoller. Et comme à l'atterrissage, nous étions très cabrés, nous avions une position encore plus baissée du nez pour pouvoir voir la piste à l'atterrissage, puisqu'on faisait des atterrissages, on ne posait jamais l'avion de façon automatique. Et donc cette commande-là est vraiment archi spécifique de cet avion. Évidemment, ici, on retrouve le train d'atterrissage, monté ou baissé, évidemment, là, il est baissé puisqu'on est au sol. Et sur cet avion, on n'a pas de volet hyper sustentateur, c'est-à-dire les ailes qui, sur les autres avions, ont des volets qui descendent pour augmenter la portance de l'avion à l'atterrissage. C'est pour ça que l'aile de cet avion est très spécifique et n'avait pas de volet hyper sustentateur. Et c'est pour ça que à l'atterrissage, nous étions ce qu'on appelle au second régime et donc très cabrés avec une incidence très forte pour pouvoir tenir les faibles vitesses. Et donc c'est spécifique. D'habitude, sur tous les avions, ici, il y a une manette pour descendre les volets. Et là, sur cet avion, il n'y a pas. Et puis, il y a quelque chose qui est très, très, très spécifique à cet avion. C'est la post-combustion. Ce sont ces 4 manettes-là qu'on utilisait pour le décollage et qu'on utilisait
pour accélérer en supersonique. Donc en fait, sur cet avion, on avait donc sur chaque moteur, donc 4 ce qu'on appelle réchauffe, qu'on allumait systématiquement pour faire le décollage. Et ensuite, quand on était à une certaine distance des côtes, enfin pour pas que le bang puisse arriver sur les côtes, on réallumait la post-combustion pour pouvoir accélérer, passer la phase transonique et accélérer jusqu'à Mach 1,7. Ensuite, à Mach 1,7, on arrêtait la post-combustion, ce qui est exceptionnel sur un avion, c'est-à-dire que cet avion pouvait continuer à accélérer sans avoir la post-combustion jusqu'à Mach 2, de Mach 1,7 à Mach 2, tout en continuant à monter. Et parce que si on avait utilisé pendant toute la phase supersonique notre post-combustion, on ne serait jamais arrivé jusqu'à New York, parce que ça consommait quand même 50% de plus que d'habitude. Donc, cette post-combustion était arrêtée à Mach 1,7 et l'avion continuait à monter et à accélérer. Grâce à une nouvelle technologie qu'il y avait sur cet avion, on avait ce qu'on appelle un pilote automatique qui était relié à cette automanette, et c'était dans un des premiers avions qui avait ça aussi, parce que donc cet avion paraît très ancien comme ça, avec tous ses cadrans et autres, mais il avait beaucoup de technologies très très modernes. Donc entre autres les commandes électriques, puisque cet avion volait en supersonique. En supersonique, comme on allait très vite, l'avion, la peau de l'avion et tout l'avion était soumis à des températures très élevées. On était limité sur cet avion à une température au bout du nez de 127 degrés. Et cette température-là, nous l'avions sur un instrument qui, si ma mémoire est bonne, est ici. Et donc, après, il fallait, si on dépassait cette température, il fallait se limiter en Mach et donc arrêter d'accélérer, parce que c'était la température maxi au bout du nez. Donc on avait un avion qui, du fait de cette augmentation de température, se dilatait énormément. Si on avait maintenu des câbles et autres, comme dans les avions classiques de l'époque, ben c'était très compliqué, puisque les câbles pouvaient se distendre pas de la même façon et autres, et donc voilà. Donc cet avion était équipé de commandes électriques, même si on a un manche relativement classique, même si la forme n'est pas celui des manches des Boeing, mais on avait donc ces commandes électriques qui étaient tout à fait une nouveauté dans l'aviation, qui maintenant est une normalité dans tous les avions modernes, que ce soit les Boeing ou les Airbus, tous les avions ont des commandes électriques. Donc il y avait cette technologie extraordinaire. Ensuite, sur les freins, on avait des freins en carbone. Avant, c'était des freins en acier. Mais grâce aux freins carbone, d'abord parce qu'on arrivait avec des vitesses un petit peu plus élevées qu'avec les avions classiques, et puis il fallait quand même, plus on arrive vite, plus il faut une grande distance de freinage. Mais grâce aux freins carbone, ils chauffaient beaucoup moins que les freins en acier, et surtout, on gagnait à peu près 500 kg de poids en ayant ces freins carbone. Donc c'était, sur cet avion, ils ont toujours essayé de minimiser le poids des matériaux et autres, des composants, pour qu'il soit le plus léger possible et qu'il aille le plus vite possible et en consommant le moins possible. Donc ça, c'était une très grande nouveauté sur cet avion. Il y avait donc quelques instruments qu'on n'a pas sur des avions classiques, c'est-à-dire un incidence-mètre, mais certains avions maintenant les ont. Par contre, un instrument qui était très très important sur cet avion, c'était le centrage. Et donc là, on a un index avec le centrage, et on a aussi ce Mach-mètre, mais avec des petits index là, aft et forward, qui voulaient nous dire où était le centrage de l'avion. Parce qu'en fait, un avion qui vole en subsonique n'a pas le besoin d'avoir, enfin,
n'a pas le même centrage que quand on est en supersonique. En supersonique, le centrage doit être très arrière par rapport à l'avion. Et donc, on reculait le carburant de l'avion grâce à un certain nombre de réservoirs qui étaient dans cette partie-là de l'avion. Je ne me rappelle plus si c'était 13 ou 15 réservoirs. Et donc, pendant le décollage, le carburant était réparti d'une certaine façon. Et ensuite, quand on allait accélérer, le mécanicien navigant actionnait un certain nombre de pompes pour envoyer le carburant dans des réservoirs à l'arrière de l'avion afin de reculer le centrage de l'avion pour que nous puissions passer en supersonique et rester dans le domaine de vol de cet avion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est archi spécifique à cet avion, de changer comme ça le centrage d'autant de degrés pour pouvoir passer du subsonique au supersonique. Donc ça, c'était... Et donc là, nous avions la vérification sur les machmètres. Évidemment, ici, on avait donc notre vitesse indiquée et on avait aussi un petit index qui nous donnait le Mach à ce moment-là. C'était dans les avions, le 747 d'où je venais, les cadrans étaient comme ça. C'est sûr que maintenant, pour un jeune, c'est complètement différent parce qu'on n'a que des affichages numériques avec des grands cadrans, avec beaucoup d'informations sur une seule petite télé. Donc il fallait avoir le circuit visuel qui allait bien pour... mais bon, moi j'arrivais d'un avion tout à fait classique, donc c'était assez... enfin, le fait d'avoir des instruments comme ça ne me changeait pas grand-chose. Sinon, dans cet avion aussi, il y avait un certain nombre de choses qui étaient différentes. Il y avait ici, là, c'était la seule fois où le copilote intervenait sur le travail du mécanicien. C'est-à-dire que quand on était en supersonique, si jamais il y avait ce qu'on appelle un pompage moteur, c'est-à-dire un bourrage des entrées d'air, et que l'avion, le moteur toussait un peu, à ce moment-là, il fallait réduire tous les moteurs, attendre que les flux d'air dans les entrées d'air se remettent bien, et pouvoir éventuellement réaccélérer en supersonique, mais on risquait de passer en subsonique. Et donc le copilote, puisque le mécanicien navigant s'occupait de gérer ces entrées d'air ici et de retrouver le bon flux pour nourrir les moteurs, enfin voilà, d'air. Le mécanicien était tellement occupé avec ça que c'était le copilote qui avait comme mission avec ce petit bouton-là, de refaire transférer très rapidement le carburant de l'arrière vers l'avant si jamais on passait en subsonique. Donc voilà. Mais bon, après, le reste, c'est à peu près pareil. Évidemment, toutes ces petites, ce qu'on appelait les dents de la vieille, c'était des commandes pour les commandes de vol. Et donc là, elles sont toutes sur off. Et donc, il fallait évidemment les mettre sur marche après la mise en route. Et donc, la mise en route de l'avion était un petit peu plus longue, évidemment, que les autres avions, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de boutons et que le mécanicien avait quand même beaucoup de vérifications à faire. En plus, le conditionnement d'air était un petit peu spécial dans cet avion. C'est-à-dire que, d'abord, la pressurisation, malgré le fait qu'on montait une fois enfin, plus haut que les autres avions, puisqu'on finissait notre croisière au niveau 500, alors que sur les autres avions, on est à peu près à 10 000 mètres. Là, on était à 16 000 mètres environ. La cabine, c'est-à-dire les passagers et nous-mêmes, nous n'étions pas très haut au niveau... On était presque moins haut que dans des avions d'aujourd'hui. Donc, il y avait une grosse différence de pressurisation entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pour ça aussi que les hublots sont tout petits derrière dans la cabine.
Et comme la peau de l'avion était très très chaude, il fallait refroidir énormément la cabine. Alors que d'habitude, on prend de l'air extérieur pour le conditionnement d'air et pour le renouvellement de l'air en cabine. Et l'air est très froid dehors, puisqu'on vole avec une température extérieure qui est aux alentours de moins 55 degrés, aux altitudes où on vole. Et donc sur un avion classique, on réchauffe grâce au moteur l'air de l'air qu'on pompe à l'extérieur passe dans ce qu'on appelle des sortes de radiateurs qui réchauffent l'air dans la cabine. Or, sur cet avion, comme les flux, l'avion était à 100 et quelques degrés à l'extérieur, évidemment, à l'intérieur, on avait aussi un peu chaud. Et par conséquent, sur cet avion, il fallait refroidir l'air. Parce que sinon, les passagers, ils auraient été à une température beaucoup trop élevée. Donc, tout ça avait été mis en place par ces ingénieurs extraordinaires qui nous ont permis de transporter des passagers dans un confort tout à fait normal. Et on avait beau être à Mach 2, un passager en cabine ne s'apercevait ni de ses problèmes de température, ni de ses problèmes de pressurisation. Et donc les passagers étaient vraiment, je dirais, aussi paisibles que dans un avion subsonique. Alors, la seule chose, c'est que comme l'avion était plus petit, on avait plus une impression d'étroitesse dans la cabine, derrière, mais le confort était le même. L'accélération, quand on remettait nos réchauffes pour accélérer en phase de la phase subsonique à la phase supersonique, donc en transsonique, les passagers ne ressentaient pas grand-chose. C'est-à-dire que quand on mettait les réchauffes, on les mettait 2 par 2. On mettait d'abord les 2 centrales et ensuite les 2 extérieures. Bon, quand même, on avait on sentait un petit coup d'accélération, mais c'était vraiment très léger. Donc, si on ne faisait pas très attention, on ne ressentait pas cette augmentation d'accélération qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Évidemment, le passage à Mach 1 et ensuite l'accélération, les passagers comme nous-mêmes ne ressentions rien. Il faut savoir que le bang sonique n'est absolument pas entendu dans l'avion, puisque le bang sonique est une traînée qu'on a derrière. C'est comme un bateau qui avance et qui a sa traînée de vagues derrière, mais c'est vrai que les vagues du bateau ne sont pas ressenties dans le bateau. Donc nous, c'est pareil, la traînée de cette onde de choc qui était derrière nous, on la ressentait pas du tout. La seule chose qu'on voyait quand on passait quand cette onde de choc passait sur nos instruments, c'était juste ici un petit battement du machmètre et de l'anémomètre qui faisait qu'on savait qu'on était passé en supersonique. Et puis évidemment, c'était inscrit ici qu'on avait passé Mach 1. Mais sinon, c'était un avion hyper confortable, hyper doux à piloter. Pour nous, c'était un vrai plaisir à piloter. Il était un petit peu il était différent des autres, entre autres pendant l'approche et l'atterrissage, puisqu'on était très cabré, et que dans cette configuration, on n'avait pas vraiment... Si on tombait sous la vitesse minimum qu'il fallait, même en mettant les réchauffes très rapidement, on avait du mal à récupérer notre vitesse. Et c'est pour ça que cet avion avait une automanette qu'on laissait en permanence et qui faisait que la vitesse qu'on lui demandait de maintenir et qui était inscrite ici, cette vitesse, c'est l'automanette qui la gérait pour que nous, si on avait une petite perte qu'on fasse pas très attention, on ne descende pas en dessous d'une vitesse qui aurait été ensuite risquée pour retrouver
l'efficacité des gouvernes et autres. Donc voilà, c'était vraiment un avion très agréable, je pense, pour les passagers comme pour nous. Alors, pour préparer le vol en amont, on avait un certain nombre de documentations. On avait d'abord, suivant la route qu'on allait prendre, on avait déjà un prêt... parce que sur Concorde, ce qui n'est pas le cas sur nos avions classiques maintenant, on avait 2 routes dédiées au Concorde, ou voire 3. Mais en fait, on avait 3 routes parallèles. En général, nous prenions la route la plus nord, qui était la plus courte. Et si jamais on était en litige avec British Airways, et donc on devait être trop près de l'avion de British Airways, ils ne pouvaient pas nous accorder la route nord, qui était donc la plus économique au niveau carburant. Donc on avait la deuxième route ou la troisième route. Mais si, a priori, on partait à l'heure et autres, de toute façon, on avait donc toujours la même route pour aller à New York, avec le passage obligé au milieu de, comme tu disais tout à l'heure, on ne pouvait pas accélérer tant qu'on n'était pas sur la mer. Donc nous, on faisait des calculs pour savoir exactement quel était le point où on allait accélérer entre Évreux et Le Havre, pour que notre onde de choc n'arrive pas sur Le Havre, par exemple, et qu'elle arrive juste après qu'on ait passé, mais qu'on perde le moins de temps possible pour arriver à être en supersonique. Et donc, notre route nous faisait passer à Évreux, au Havre, et ensuite, on se mettait dans le chenal, là, entre l'Angleterre et la France, pour être le plus rapidement possible en supersonique. Parce qu'il faut savoir que les Anglais qui décollaient de Londres, eux, nous, on était là à Paris, donc on avait fait déjà tout ce chemin en supersonique, et là, on consommait beaucoup plus. Eux, ils arrivaient tout de suite sur la mer, et donc, ils rejoignaient notre route, je ne sais pas exactement par où, mais ils rejoignaient tout de suite la route supersonique, et donc, par conséquent, eux, ils consommaient moins dans la première phase de leur vol. Nous, quand on arrivait ensuite, donc après avoir fait ce petit crochet ici pour pouvoir être en supersonique, on continuait donc sur notre route. Et il faut savoir que sur cet avion, quand on traversait pour aller à New York, on mettait toujours les pleins carburant complets. Et on rajoutait même la dernière petite goutte presque à la main. Enfin bon, voilà, pour avoir un maximum de pétrole à l'arrivée, sachant qu'on avait grosso modo entre 5 et 10 minutes d'attente maximum à l'arrivée à New York. Au retour, on était beaucoup moins limité, parce que quand on partait de New York, on était évidemment, là c'est le décollage de New York, voilà. On décollait de New York qui est ici, et donc là, on décollait et on était tout de suite sur la mer. Donc, on n'avait pas de phase pendant 20 minutes à être en subsonique en attendant d'être sur les côtes américaines. Donc, immédiatement après le décollage, hop, on accélérait en supersonique. Et donc, on gagnait beaucoup de carburant par rapport à l'aller grâce à cette phase. Sauf que à l'arrivée en France, il fallait avoir anticipé aussi, puisque on arrivait avant d'arriver sur Guernesey, il fallait qu'on soit repassé en subsonique. Donc mais à l'arrivée, on est moins lourd, c'est la descente, et donc c'est moins important, on consommait beaucoup moins. Donc au retour, on était moins gêné au niveau carburant qu'à l'aller. Et la route nous faisait souvent, quand on va aux États-Unis, on a une route qui passe relativement au-dessus de Bangor, Boston, Nantucket, et avant d'arriver à New York. Or là, on restait le plus longtemps possible sur la mer pour pouvoir réduire au dernier moment, puisque tant qu'on était au-dessus de la mer, on pouvait rester en supersonique. Et du coup,
on consommait nettement moins. Voilà, Nantucket est là. La plupart des arrivées de New York se font par Nantucket. Mais nous, on restait sur la mer, comme ça, on réduisait au dernier moment de supersonique vers subsonique. Donc les conditions météo en altitude, aux altitudes où on volait, il n'y avait pas énormément de vent. Autant actuellement, quand on fait... il nous arrive facilement d'avoir sur un Paris-New York une petite demi-heure d'écart entre le vol aller et le vol retour à cause des vents qu'on a en général de face pour aller à New York et de dos quand on revient de New York. Sur Concorde, aux altitudes où on volait, c'est-à-dire au-dessus de la tropopause, on n'avait pas ces vents, ils se limitent en général à la tropopause, et donc on n'avait pas ces effets de vent. Donc le temps de vol au départ et à l'arrivée était quasiment, enfin à l'aller comme au retour, étaient quasiment les mêmes, et on n'avait pas de variation importante. Et comme de toute façon on avait toujours la même route, nous actuellement on change nos routes en fonction des conditions du jour, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de vent, on va passer plus nord parce que souvent il y a moins de vent vers les pôles que si on a une route sud. Et donc en général on a une route très différente à l'aller au retour. Là, sur New York, c'était pas le cas. Les vents n'étaient pas quelque chose d'important. La température pouvait être importante aussi si au-dessus de la tropopause, la température était très élevée. Là, on pouvait avoir des problèmes, justement, de ne pas pouvoir aller jusqu'à Mach 2 à cause de la température au bout du nez de l'avion. Mais ça arrivait quand même pas très souvent, donc en général, on avait vraiment le même temps de vol sur les 3/4 des vols sur New York et les mêmes temps de vol aussi au retour. Bon, alors déjà, normalement, pendant le roulage, le nez, la visière donc était dans ce cran-là, et ensuite même dans ce cran-là pour faire le décollage. Donc normalement, pendant la préparation du vol, on a tout préparé, évidemment, il n'y a plus du tout de off qui sont marqués nulle part. Un certain nombre de voyants sont allumés, évidemment. Et ici, c'est tout le contrôle des moteurs, des commandes de vol. Il faut qu'il n'y ait pas de voyants allumés pour qu'on puisse décoller correctement. Ensuite, pendant le roulage, donc, on va baisser le nez de l'avion. Les volets, d'habitude, sur un avion classique, on descend les volets pour la position des volets au décollage. Là, nous n'en avons pas, donc nous ne le faisons pas. On va vérifier un certain nombre de choses. Il faut dire que la navigation aussi n'était pas faite par satellite et par GPS, comme dans nos avions modernes, mais qu'on avait des centrales à inertie. Donc nos centrales à inertie, on avait 9 points, qui étaient donc les points qu'on allait survoler. Et donc, en général, on avait préparé pendant la préparation de l'avion, en mettant les coordonnées géographiques de tous les points qu'on allait survoler, jusqu'au numéro 9, et arrivé au numéro 9, un peu avant d'arriver au numéro 9, on rechargeait nos centrales à inertie en remettant 1, 2, 3, 4. Sinon, arrivé au 9, ça revenait sur Paris. Donc, il fallait bien avoir pensé à avoir anticipé ça. Et donc, donc là, nos centrales à inertie sont prêtes. Nos instruments, on avait donc pas du tout de ligne comme on a quand on suit un Waze ou autre maintenant de nos jours, mais on marchait uniquement avec des roses, voilà, pour savoir. On avait des VOR et on allait d'un point à un autre en plus de nos centrales à inertie. Et donc tout ça, il n'y avait normalement plus aucun voyant rouge nulle part, puisque tout ça c'est ce qu'on appelle des drapeaux qui font que ça veut dire que les instruments ne fonctionnent pas. Et ensuite, donc, quand on était prêt pour le décollage,
On faisait évidemment toujours, comme sur tous les avions, le décollage à la main. Donc on mettait d'abord les réchauffes, 2 par 2, on voyait si elles fonctionnaient bien. Donc il y avait des voyants qui nous disaient si les réchauffes fonctionnaient correctement. Et ensuite, au moment où on était autorisé à décoller, on poussait les manettes complètement au tableau, c'est-à-dire que les manettes restaient ensuite pendant tout le vol complètement vers l'avant. Sur les avions de ligne classique, en général, on ne met jamais la pleine puissance sur les moteurs, parce que d'abord on veut les économiser et puis ils ne fonctionnent pas, ils ont des régulateurs qui font qu'on ne met jamais plein pot sur nos avions. Alors que sur cet avion, on allait même faire claquer ce qu'on appelle les manettes sur la butée ici pour être sûr qu'on avait bien la pleine poussée. Et après, ben, on surveillait notre vitesse qui accélérait. Quand on avait la vitesse qu'on avait déterminée pour faire la rotation, ben, on tirait sur le manche. Et à ce moment-là, on commençait à faire... on prenait une assiette de 15 degrés environ et on commençait à accélérer. Et on avait aussi à Paris une procédure anti-bruit. Donc on réduisait, juste après le décollage à 1500 pieds, on réduisait les manettes pour faire un peu moins de bruit sur Paris. Une fois qu'on avait pris notre route et qu'on avait passé 3000 pieds, à ce moment-là, on pouvait commencer à accélérer notre vitesse. Là, on rentrait le cran de nez, on le remettait à plat. Ensuite, une fois que le nez était bien dans l'axe, on remontait la visière. Après souvent, c'était après le 3000 mètres d'altitude environ, après le niveau 100, parce que ça nous permettait d'avoir une meilleure vue extérieure. Mais on voyait quand même très très bien à travers la visière. Et donc voilà, c'était parti pour une traversée de 3h20, 3h25. En fait, on gardait l'avion à la main, en général, jusqu'à arriver à une croisière subsonique. Mais comme on était très près du Mach 1 et qu'il fallait surtout pas passer le Mach sur les terres, en général, on mettait le pilote automatique ici, là, soit le copilote mettait celui-là, le commandant mettait celui-là quand c'est lui qui pilotait. On gardait le pilote automatique le temps de passer ce fameux point entre Évreux et Le Havre. Et ensuite, quand on décidait d'accélérer, à ce moment-là, on le reprenait souvent à la main. On remettait les réchauffes 2 par 2. Le mécanicien surveillait bien ses entrées d'air et tout, avait commencé à faire son transfert carburant. Et après, nous, on avait une loi de montée qui nous permettait donc d'accélérer. Il fallait en permanence être ce qu'on appelle la VMO, c'est-à-dire la vitesse maxi. C'est-à-dire que l'aiguille blanche qui donne notre vitesse au moment où on était, et cette flèche-là, orange et noire, devait être collée. Et donc, on appelait ça le ciseau. Le ciseau devait toujours être fermé. Et pour pouvoir accélérer correctement, il fallait que la VMO soit toujours... Enfin, que notre vitesse soit toujours collée à cette vitesse VMO pour que l'avion ait les meilleures performances pour pouvoir accélérer le plus vite possible. Et donc, on restait comme ça. Et tout d'un coup, bah ici, on avait Mach 0,99 et Mach 1. Et c'est tout ce qu'on ressentait. On ne ressentait pas grand-chose. On continuait en général à le piloter à la main parce que c'était très agréable de le faire. On aurait très bien pu le faire en pilote automatique, mais bon, c'était beaucoup plus agréable de le faire. Voilà. Et donc à ce moment-là, on continuait jusqu'à lire Mach 1,7 ici ou Mach 1,6. Et on avait pris un top aussi pour savoir le temps que l'avion, pour vérifier le temps que l'avion mettait entre l'accélération de subsonique à Mach 1,7, parce qu'on avait aussi une butée de temps
pour ne pas utiliser les réchauffes trop longtemps, pour ensuite risquer de ne pas avoir assez de pétrole à l'arrivée. Donc, c'était soit ce Mach 1.7, on arrêtait les réchauffes, soit c'était un temps maximum d'utilisation des réchauffes pour économiser du pétrole. Et donc, à ce moment-là, dès qu'on avait Mach 1.7, on recoupait les réchauffes, nous, on mettait le pilote automatique et l'avion continuait à accélérer tout en montant vers le niveau 500 avec le pilote automatique. Il y avait une petite étape différente pour la décélération. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la température du fuselage était très importante, était à plus de 100 degrés. Et donc, sur un avion classique, quand on décide de commencer notre descente, on réduit les 4 manettes, on se met en descente et tout se passe bien. On n'a pas d'étape précise. Là, sur cet avion, comme la peau de l'avion était très élevée, si jamais on avait tout réduit, on n'aurait pas eu de flux d'air suffisant pour maintenir une température adéquate dans l'avion. On n'aurait pas pu réfrigérer l'air suffisamment. Et donc, on avait une procédure qui faisait qu'on mettait à un certain cran nos manettes, on ne réduisait pas complètement. On attendait que le Mach descende de Mach 2 jusqu'à Mach 1.6. Là, évidemment, comme on avait réduit la vitesse, la température avait largement réduit. Et ensuite, quand on était à Mach 1.6, là, on pouvait se permettre de tout réduire. Et la température, du coup, n'excédait pas 30 degrés dans la cabine. Mais si on avait réduit tout d'un coup, et c'est pour ça qu'il fallait relativement anticiper, parce que la phase de réduction de supersonique Mach 2 à inférieure à Mach 1 était assez longue du fait de ce besoin de rafraîchir la cabine et donc de le faire en plusieurs étapes pour pouvoir réduire la température, enfin ne pas que la température en cabine n'augmente pas trop. Alors oui, c'est très différent maintenant. Parce que à mon époque, c'était pas très différent. Parce que moi, sur 747-200, j'avais exactement des instruments comme ceci. J'avais des centrales à inertie où il fallait rentrer les points exactement de la même façon. La navigation fonctionnait exactement de la même façon. Nos instruments, on se repérait avec des VOR, avec donc des radiobalises, alors que maintenant, tout ça n'existe pas. D'ailleurs, sur beaucoup de terrains, maintenant, et beaucoup de points tournants, c'est que des coordonnées géographiques qu'on met dans notre GPS, mais on ne se sert plus des balises radio qui sont enlevées au fur et à mesure en France et dans le monde entier. Donc, c'est vrai que maintenant, revenir à un avion classique comme ça, à mon avis, ça serait plus difficile. Donc, c'est comme si vous, en voiture, on vous demandait de plus jamais vous servir de Waze et juste d'avoir une carte et d'essayer de faire dans votre tête en vous disant oui, alors je suis là par rapport à telle route ou telle voilà. C'est vrai que nous maintenant on se laisse un peu on suit la ligne qui est tracée sur nos écrans et donc c'est plus compliqué d'essayer d'avoir une représentation géographique dans sa tête de sa position par rapport aux différentes balises. Voilà. Mais à l'époque, c'était pas du tout difficile. Après, les instruments moteurs, par exemple pour moi, ici, à bord de nos avions modernes, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est sur des écrans numériques où, voilà, au début c'était analogique, maintenant c'est numérique, mais les instruments, on a toujours le N2, le N1, la consommation de fuel, les températures. Donc tout ça, c'est relativement classique et on a à peu près la même chose sur les avions. Mais voilà, ça, on ne s'en sert plus sur nos avions classiques. C'était on s'en sert un tout petit peu mais c'est plus quelque chose qui est primordial pour la navigation, nos affichages ici.
Alors, c'est vrai que cet avion était très particulier. D'abord, on était 3, on avait un mécanicien navigant, évidemment, dont on n'aurait jamais pu se passer, parce que d'abord, son panneau est tellement grand que personne ne pouvait y accéder de nos places. Hein, il faut se lever pour aller actionner les boutons. Maintenant, sur nos avions modernes, on a tout est quasiment ici. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a là sur ces panneaux, bon, le Concorde est très spécifique, mais et voilà, et on a des boutons qui font qu'on met on ou off. Si ça marche pas, on a un affichage qui nous dit tel circuit a un problème, et nous on peut appuyer que sur on ou off, on peut pas tellement faire d'autres choses. Le mécano dans le temps avait beaucoup plus de latitude et connaissait énormément le fonctionnement de chaque circuit et pouvait éventuellement résoudre certaines pannes. Maintenant nous à bord on n'a plus l'occasion tellement de résoudre des pannes, enfin on a toujours des checklists pour résoudre certaines pannes ou pour tout du moins y remédier, mais ça se fait beaucoup automatiquement. Et donc en fait, l'ambiance était donc relativement particulière parce que chacun avait donc ses tâches. On était très peu nombreux sur Concorde, donc on se connaissait tous, même avec les équipes d'hôtesses et stewards. Et surtout, on avait des passagers très haute contribution. Et donc, tout le monde, que ça soit les gens du sol, la maintenance, les gens qui s'occupaient de nos passagers au sol, tous les gens qui tournaient, qui gravitaient autour du Concorde, tout le monde avait envie que le vol Concorde soit parfait. Et donc, on travaillait tous pour être parfaitement à l'heure, évidemment. On travaillait tous pour que tout se passe au mieux, que ce soit nous dans le cockpit, que ce soit les passagers, que ce soit au sol ou l'embarquement des passagers. Je ne sais pas si vous savez, mais on montait même les manteaux des passagers sur des portants pour que ça se fasse rapidement et tout ça, et pour pas qu'ils soient encombrés avec leur... Voilà, donc il y avait cet esprit de perfection qui est quand même magique. Alors, moi, j'ai 360 heures de Concorde et j'ai fait 35 allers-retours New York et un certain nombre de boucles supersoniques. Et donc, voilà, ça reste... Malheureusement, ça s'est arrêté en 2003, mais bon, des questions à la fois économiques, techniques, parce que l'avion vieillissait. Et par conséquent, comme c'est un avion qui n'est pas du tout... qui n'était pas produit à grande échelle, ben, chaque pièce qu'il fallait renouveler coûtait très cher à renouveler. Et donc, malheureusement, l'aspect économique a été plus fort que le reste. Mais voilà, l'aviation a régressé. Il n'y a toujours pas de supersonique actuellement. Et c'est la première fois que l'aviation civile régresse, je dirais, de technologie, même si toutes les technologies modernes qui ont été utilisées ont permis la création d'Airbus, existent maintenant dans tous nos avions modernes, mais il n'y a pas de supersonique. Alors, la première fois que j'ai pris vraiment les commandes de cet avion, c'était donc à Châteauroux, quand j'ai fait ma première heure de vol hors ligne. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu stressée, dans la mesure où on venait d'avoir un an d'interruption. Et donc, même si on avait continué à s'entraîner au simulateur, mais de ne pas avoir fait les choses en vrai, on se pose toujours la question, est-ce que je suis encore capable de faire voilà. Et en fait, le simulateur, c'était un des premiers simulateurs fait pour le Concorde, parce qu'à l'époque, les avions n'avaient pas de simulateur, et le Concorde a été un des premiers à créer un simulateur pour l'entraînement de ses équipages. Et bien, ça reflète tellement la réalité quand on était dans ce simulateur, que finalement... Arrivé aux commandes,
on a de l'émotion, mais on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de gamberger. C'est un peu avant et après qu'on a beaucoup d'émotions, mais sur le moment, on est dans le feu de l'action, on essaye de faire au mieux. C'est sûr qu'on a une machine magnifique dans les mains, donc il faut surtout pas abîmer, surtout pas faire de bêtises. Mais bon, j'avais un instructeur pour mon premier vol, bien entendu, et donc il était là pour parer à mes erreurs. Et c'était surtout une immense joie, une immense fierté à la fin de ma première heure de me dire ça y est, j'ai fait une heure sur Concorde. Je crois que j'ai été traitée aussi bien, si ce n'est mieux, que les garçons. Je crois que personne dans les commandants de bord n'a jamais douté que j'étais aussi capable qu'un garçon. Donc pour ça, il n'y avait pas de misogynie de la part de machisme de la part des commandants de bord ni des mécaniciens navigants. C'est vrai que mes collègues en général de ma promotion ou des promotions avant n'ont pas fait de Concorde parce qu'elles étaient passées beaucoup plus tôt commandant de bord et donc elles n'étaient pas correctement placées sur cette liste de seniorité, qu'à l'époque on n'était quand même pas très nombreuses à Air France. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette opportunité et c'est vrai que après dans ma carrière ça ne m'a pas fait évoluer plus vite ni moins vite, mais je dois avouer que très souvent les gens me disent « Ah, c'est vous qui avez piloté le Concorde », donc voilà, il y a une reconnaissance des gens, voilà, et souvent il faut que je raconte un petit peu mon histoire, mais bon, ça me fait plaisir de toujours parler du Concorde.